Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer cette discussion. L'idée donc nous était de s'interroger sur nos imaginaires de consommation. Pour ça, on a 3/4 d'heure pour réfléchir aux notions de consommation, mais aussi de consumérisme et de surconsommation. Et on pourrait par exemple se demander comment la consommation, les marques, les objets ont pris une telle place dans nos imaginaires. Quelles sont les dynamiques qui nous font basculer du besoin de consommer au désir de consommer sans limite, et puis c'est-à-dire le consumérisme. Et puis quelles sont les réponses politiques apportées à la surconsommation qui en résultent. Est-ce qu'il faut reconnaître une nécessité sociale, politique de la consommation ou la rejeter en bloc? Faut-il dire aux gens de consommer moins ou agir sur d'autres leviers? Pour répondre à toutes ces questions, deux invités qui ont en commun de réfléchir à la question de la consommation dans sa dimension politique, avec des approches théoriques assez distinctes, mais qui nous ont paru très complémentaires, que vous pourrez découvrir. Jeanne Guin, je commence par vous présenter. Vous êtes donc docteur en philosophie et chercheuse indépendante, spécialiste du consumérisme et de l'obsolescence. Et vous avez publié récemment Le désir de nouveauté. On peut lire le sous-titre, hein, L'obsolescence au cœur du capitalisme. Ouvrage très stimulant, dans lequel vous vous penchez sur le concept de néophilie, c'est-à-dire ce goût du produit neuf, nouveau, innovant, exotique, à la mode. Et vous montrez en quoi ces figures de la nouveauté sont des constructions du capitalisme qui, pour persévérer, a besoin de créer sans cesse de nouveaux marchés. Vous avez écrit d'autres livres qui sont, je pense, aussi en vente à l'espace librairie, que je vous invite à aller à la fin de la rencontre. Il faut préciser que vous êtes aussi activiste, puisque vous êtes la porte-parole de l'association Résistance à l'agression publicitaire et membre de l'association CODE, Communication et démocratie. Voilà pour vous, Jeanne. Raphaël Llorca, donc vous êtes expert à la Fondation Jean Jaurès, et qui est donc une fondation que j'imagine vous connaissez, progressiste, proche des valeurs du Nouvel Obs, où quantité de chercheurs produisent quantité d'études, et pour éclairer le débat public, évidemment. Un de vos terrains d'études, c'est donc la consommation, puisque vous êtes co-directeur de l'Observatoire Marque, Imaginaire de consommation et politique à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes aussi auteur et vous avez publié en 2023 le roman national des marques, que voici, dans lequel vous analysez les discours des grandes marques comme la SNCF ou Renault, qui sont devenus, selon vous, des nouveaux compteurs qui influencent la façon dont nous nous représentons collectivement et qui ont donc en fait un discours un politique. Vous avez poursuivi cette exploration géographiquement en regardant dans les territoires comment cette influence des marques s'exprimait, et historiquement en allant voir dans les 30 Glorieuses qui ont été le creuset finalement de cet imaginaire qui veut que notre possession matérielle soit une façon d'accéder au bonheur. Alors, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est de la manipulation? On va peut-être commencer avec vous, Raphaël Llorca, pour un propos introductif. Dans votre travail sur les marques, la politique et la société, vous avez montré qu'un des grands discours des entreprises était un discours sur la transition écologique. Et en cette période de backlash, ce discours semble reculer. Alors, comment en est-on arrivé là? Vaste question. Bonjour à tous. Peut-être d'un mot, préciser d'où je parle et comment j'approche tous ces problèmes. Moi, j'ai une formation de sémiologue. Donc en fait, j'attrape le sujet des marques et de la consommation par ces discours. C'est-à-dire la façon dont sont émis dans le débat public des messages, des récits, des imaginaires. Bon, donc ça, c'est, disons que je campe
le camp théorique, et je sais que ma voisine a écrit quelques lignes il y a quelques années sur le sémiotisme, mais je lui laisserai peut-être développer tout à l'heure. Le deuxième point, c'est que ce qui fait le lien entre mes différents travaux, c'est d'essayer de regarder la façon dont émerge ce qu'on pourrait appeler un capitalisme politique. C'est-à-dire avec cette question selon laquelle partout où l'État, ou le politique avec un grand P, se montre en difficulté, voire incapable de répondre ou d'apporter un certain nombre de réponses à des grandes problématiques, partout les marques, le marché, essayent d'apporter un certain nombre de réponses. Je l'ai fait dans le cadre de ce qu'on appelle communément le roman national, c'est-à-dire au fond comment est-ce qu'on raconte la France, avec cette question de savoir, en fait, au moment où le politique n'arrive plus à produire un récit cohérent sur, en fait, c'est quoi être français et ça signifie quoi cette entité qu'on appellerait la France, que d'autres acteurs du marché, des acteurs marchands, se sont mis eux-mêmes à leur tour à produire un certain nombre de discours pour définir de leur point de vue ce qu'est la France, ce qui pose un certain nombre de problèmes considérables sur lesquels je ne reviendrai pas. Bon. Là où ça m'intéresse, et j'entre directement dans votre question, la question de la transition écologique. C'est exactement le même point, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le politique est en difficulté pour apporter un certain nombre de réponses et de solutions pratiques, les marques se mettent à investir ce champ-là. Ce qui m'a beaucoup frappé, quand on prend peut-être sur une histoire très récente, sur 10 ans, 2015-2025, on a quand même le sentiment, encore une fois, du point de vue des discours émis par toutes ces grandes marques, d'une sorte de retournement assez spectaculaire. Dans un premier temps, pour résumer très vite, les marques se sont mises à produire le mythe d'un capitalisme vert. Et je parle d'un mythe au sens non pas métaphorique, mais au sens très précis des anthropologues en réalité. C'est-à-dire de récits qui a pour fonction tout à la fois de formuler et de résoudre symboliquement dans le discours des contradictions qui tenaillent une société donnée. Ça, c'est la définition des mythes chez les anthropologues. Et il m'a semblé que cette idée de capitalisme vert constituait en fait une réponse très construite, très articulée de la part de tout un tas de grandes marques qui, bien conscientes des contradictions évidentes du modèle, d'un point de vue social évidemment, mais aussi d'un point de vue environnemental, se sont mises à produire ce que les psychanalystes pourraient appeler un imaginaire écran. C'est Freud qui parle de souvenir écran dans un de ses textes, et je l'ai appliqué à l'idée d'imaginaire écran, c'est-à-dire que la fonction de l'écran, elle est double, c'est tout à la fois faire écran à, c'est-à-dire invisibiliser ce qui pose problème, alors toutes les activités polluantes, et deuxième fonction de l'écran, projeter quelque chose d'extrêmement positif. J'avais été très intéressé de la façon dont, au lendemain de la Convention citoyenne pour le climat, au moment où émerge cette idée super forte dans le débat public d'une loi E20 pour le climat, c'est-à-dire au fond, on a fait la même chose pour la publicité sur réduire et réguler la question de la publicité sur l'alcool, la cigarette, etc. Au fond, on a su le faire sur des activités qui nous faisaient du mal en tant que corps, pour des raisons sanitaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour des activités qui seraient polluantes ? Bon. De manière concomitante et consécutive, en réalité, pour moi, j'y vois un lien de cause à effet, toute l'industrie publicitaire s'est mise à produire tout un discours sur la nécessité de construire un imaginaire désirable, construire de nouveaux récits. Et cette vulgate-là, évidemment, et on retombe cette question du nouveau, toute cette vulgate-là a été, en fait, pour moi, ce moment où les agences de publicité, qui sont les premières responsables du discours des marques, se sont mises à produire tout un système de justification du capitalisme par cette idée d'un capitalisme responsable ou d'un capitalisme vert. Bon. Ça, c'était, disons, ce premier moment qui culmine avec cette une du magazine Stratégie, où on voyait en grand plan deux dirigeants d'une agence parisienne qui disaient « Une agence sert aussi à vendre des visions du monde », autrement dit des visions du monde responsables. Et là, on aboutissait à une forme de renversement total, c'est-à-dire que là où traditionnellement, dans le discours critique anti-publicitaire, on reprochait aux marques de construire des imaginaires qui influençaient les gens, là, les agences avaient récupéré cette notion-là pour dire « mais oui, on influence les gens et on va le faire pour le mieux ». Ça, c'était le premier moment, le mythe du capitalisme vert. Bon. Il s'est passé quelque chose ces dernières années qui est en fait un tournant réactionnaire des marques, de tout un tas de marques
et tout ça vient d'abord des États-Unis. Je le résume en quelques mots. Il y a toute une bataille culturelle menée par des républicains, et notamment Ron DeSantis, qui est le gouverneur républicain de Floride, sur cet acronyme CSR. On pourrait traduire en français de RSE, c'est la responsabilité sociale, environnementale des entreprises. Toute cette bataille culturelle, passant, et l'histoire elle est intéressante quand même, l'histoire de la bataille culturelle, passant par le wokisme. Alors je ne ferai pas du tout de dégagement sur le wokisme, mais l'argument étant, les politiques environnementales sont en fait le pied dans la porte de politiques wokistes. Et donc, au nom d'un anti-wokisme très puissant, on va interdire l'engagement des entreprises, on va faire en sorte que les engagements des entreprises ne se fassent plus du tout par l'environnement pour éviter, je cite Ron DeSantis, à se retrouver avec des toilettes non genrées, voire même des salles de prière dans les entreprises. C'était exactement cette logique-là qui avait été entamée. Et donc, avant même l'élection de Trump, il y a eu cette forte pression ces 5 dernières années de la part de tout un tas d'activistes, d'une part, mais d'hommes et femmes politiques républicaines, d'autre part, pour dire, au fond, l'engagement des entreprises ne doit plus devenir cette norme qu'elle était devenue et la rendre, en fait, au fond, problématique. L'élection de Trump a accéléré tout ça, et l'a accéléré, je crois, d'un point de vue presque psychologique, c'est-à-dire qu'il a fait sauter un verrou qui préexistait à sa réélection, mais qui en réalité a totalement reconditionné l'articulation entre marque et politique aux États-Unis, et je crois beaucoup plus largement. C'est-à-dire que rétrospectivement, et j'en terminerai par là, il me semble qu'on a vécu, alors disons les agences et les gens qui regardent le discours des marques, on a vécu dans l'illusion de la fin de l'histoire, au sens où l'entendait Fukuyama. C'est-à-dire que de la même façon que lors de la chute du mur de Berlin, on a pensé que le sens de l'histoire, ce serait nécessairement avoir des démocraties libérales, etc. On a pensé, j'ouvre des guillemets parce que je suis sûr que ma voisine ne l'a pas pensé du tout, mais on a pensé que l'engagement des marques serait nécessairement un engagement progressiste, je reprends votre adjectif de tout à l'heure, ou en faveur de l'environnement, l'égalité des femmes, etc. Et cette sortie de l'illusion, c'est en fait la prise de conscience que des marques peuvent en fait s'engager, et le mot engagement a été très important ces 10 dernières années, mais elles peuvent s'engager politiquement dans des orientations tout à fait différentes, et y compris allant à l'encontre de tout ce qu'elles avaient mis en place ces dernières années. Je m'arrête là, mais je vais juste revenir, parce que c'est vraiment, je pense, on assiste collectivement à une espèce de tournant dans une histoire récente, 2015-2025, accord de Paris, réélection de Trump. Et dans ces 10 ans, du point de vue des marques, qui est le domaine que je maîtrise le mieux, on a vu effectivement, du point de vue publicitaire, une évolution assez spectaculaire. Merci beaucoup, Raphaël. Jeanne, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Enfin, c'est-à-dire que vous, dans votre approche qui est plus matérialiste, vous vous intéressez moins à l'objet dans le discours, même si vous le regardez aussi, mais plutôt ce qu'il y a sous le capot de la voiture. Et donc, est-ce que ce désir de nouveau qu'on a, que vous décrivez, il est spontané? Il est construit par des marques? Est-ce que c'est une forme d'écran, comme disait Raphaël tout à l'heure? Oui, alors moi, je m'intéresse à la fois au discours et aux objets. C'est-à-dire que je rappelle notamment que pour étudier des discours, il faut étudier des objets. Parce que les discours sont produits par une industrie qui produit elle-même des objets, les supports publicitaires, les supports marketing, etc. Et donc, il y a une industrie productrice de discours, mais les discours, ils ne volent pas dans l'air. C'est pour ça non plus que je n'utilise pas forcément imaginaire, que je trouve trop abstrait. Je suis d'accord avec ce que Clément Sénéchal a dit précédemment. Il faut vraiment s'intéresser aux pratiques. Et la production d'objets de discours, c'est un travail que font des milliers, des millions, des centaines de millions de gens tous les jours, qui sont les professionnels de la com, de la communication. Donc, en étudiant à la fois les objets, tout leur parcours, comment ils sont produits, comment ils sont fabriqués, comment ils sont transportés, quel genre de déchets ils deviennent, comment ils sont traités comme déchets, mais aussi tous ces objets publicitaires. Voilà, j'essaye de montrer comment se crée de l'attachement aux objets, comment certains objets deviennent nécessaires, comment on est contraint à utiliser certains objets, et même quand bien même on voudrait s'en passer. Dans le cas de la nouveauté, voilà, j'essaye de montrer que l'adhésion à la notion de nouveauté, là non plus, n'est pas une évidence, parce que en tant que chercheuse spécialiste de la notion d'obsolescence, et en tant que militante ayant
beaucoup assisté à des débats, des réunions, des actions contre l'obsolescence programmée et pour la durabilité des produits, je me rendais compte que dans ces débats, il y avait toujours cette espèce d'achoppement ou de pierre de touche, où même les militants et les militantes n'arrivaient pas à répondre. C'était oui, bien sûr, l'obsolescence programmée, c'est du gaspillage. Oui, mais vous comprenez, les gens aiment l'évolution, les gens aiment le changement, c'est du progrès, c'est de l'innovation, etc. Donc, il y avait un certain nombre de mots attrape-tout qui fonctionnaient un petit peu pour fermer les débats, de mots qui étaient devenus des valeurs en soi, et notamment la nouveauté et les différentes autres figures de la nouveauté, c'est-à-dire des dérivés comme innovation ou progrès, par exemple, qui sont devenus une espèce de valeur en soi, comme la santé ou la beauté. Eh bien, la nouveauté serait digne d'être désirée en elle-même. Et contre cette idée qu'il y aurait une puissance intrinsèque en nous, une attraction quelque part dans notre cœur ou notre cerveau ou je ne sais pas quelle autre partie de notre corps qui n'a jamais été prouvée par aucun anthropologue ou aucun biologiste, eh bien, contre cette idée, j'essaye moi de documenter quelque chose qui peut être tout à fait attesté scientifiquement, à savoir que historiquement, ce sont les acteurs du marché qui ont sans cesse prétexté cette néophilie, donc cet amour du nouveau, chez les consommateurs et plus souvent chez les consommatrices d'ailleurs que chez les consommateurs, puisque l'amour de la nouveauté est en général mis au féminin. Donc voilà, ça peut se raconter, les différents acteurs du marché. Alors, je remonte assez loin, ce n'est pas toujours les mêmes types de métiers, il y a énormément de métiers en jeu, mais ça peut être aussi bien les publicitaires que les marchands eux-mêmes, que les cadres en entreprise, les managers, les designers, les grands négociants. Il y a beaucoup de métiers à travers toute cette histoire. Alors, 2 questions. Est-ce que, le discours sur la transition écologique des marques n'est pas une des figures de la nouveauté ? Et deuxièmement, à quoi sert cette création cette construction du neuf et du nouveau ? Eh bien, elle sert à attirer l'attention sur des produits qui sont mis sur le marché sans qu'aucune demande ne soit formulée. C'est-à-dire, elle sert à faire fonctionner ce qu'on appelle une économie d'offres, c'est-à-dire une économie qui propose des produits sans qu'aucune demande n'ait pu être attestée ou formulée et qui s'oppose en ça à une économie de la demande. Ça existe. Je prends l'exemple du vêtement. Je me centre sur la France pour montrer qu'il y a eu une époque où le vêtement, quand on était dans les classes populaires, c'était soit autoproduit, donc en dehors du marché, soit acheté chez les fripiers, donc le marché de la seconde main, soit quand vous étiez riche, eh bien, vous alliez chez un tailleur et vous commandiez une tenue en fonction de votre taille, de votre morphologie et de vos goûts, de ce que vous vouliez, à quoi vous vouliez ressembler. Tout a changé au XIXe siècle avec l'émergence pour les classes populaires de la confection, c'est l'équivalent du prêt-à-porter aujourd'hui, et pour les classes dominantes de la haute couture. Et c'était des économies d'offres, c'est-à-dire qu'on mettait sur le marché des vêtements tout faits, des modèles tout faits, et on attendait des clients, des clientes qui viennent les acheter. Et pour que ça marche, eh bien, il faut s'appuyer sur des appareils de communication et de distribution très agressifs. C'est évidemment l'émergence des grands magasins, de tous les médias de haute couture, d'une publicité agressive, etc. Donc, ça sert à faire fonctionner cette économie de l'offre qui a besoin du renouvellement pour éviter la saturation du marché, le ralentissement des ventes, bref, qui a besoin de croissance et de croissance et de croissance. Et donc, est-ce que vous pensez que la transition écologique, le discours sur la transition écologique, je n'y avais pas réfléchi avant, mais finalement, en croisant vos 2 approches, je trouve que la question se pose. En fait, pour moi, ces gens-là, ils mangent à tous les râteliers. C'est-à-dire que si vous voulez, si les communicants, si ce qui marche aujourd'hui, c'est le féminisme et l'écologie, ils vont prendre ça. Par contre, il y a c'est les mêmes marques qui auront eu des pubs extrêmement agressives, extrêmement sexistes. Il y a toutes sortes de discriminations dans la publicité, sexisme, racisme, agisme très très fort, notamment sur la question de l'obsolescence. On associe toujours le produit qu'on veut démoder à des vieux, et plus souvent à des vieilles d'ailleurs. Donc la publicité peut prendre toutes les discriminations qui l'intéressent, et puis le lendemain devenir écologiste, antiraciste, féministe, ce que vous voulez. Donc si aujourd'hui ce qui marche, c'est de parler de transition écologique, ils vont le faire. Après, là où il peut y avoir un lien un peu plus fort avec la question de l'obsolescence, c'est que la transition écologique, comme l'a bien montré d'ailleurs Fressoz, c'est souvent aussi le fauné d'une volonté de renouvellement aussi des produits. C'est-à-dire, on va vous dire, on va changer toutes les bagnoles thermiques pour des bagnoles électriques. Donc ça va recréer aussi du marché. Et donc là, on va mobiliser un imaginaire de la transition, c'est-à-dire d'un changement. Alors on dit... Parfois, c'est innovation, parfois révolution, transition, toutes ces figures un peu de l'histoire. Moi, j'appelle ça des figures de la nouveauté, mais qui sont des modèles historiques, en fait, qui ne sont pas du tout attestés
scientifiquement, hein, ce qu'on observe dans les faits, c'est que c'est pas un modèle. Fressos l'a montré pour l'énergie, on peut aussi le montrer pour des objets du quotidien. Il n'y a pas remplacement d'objets les uns par les autres. En général, il y a accumulation. Les gens fument des clopes en terrasse, mais vont vapoter la cigarette électronique dans leur bureau. Ils ont plusieurs objets. Et on nous vend un remplacement vers de modèles plus vertueux, donc une obsolescence vertueuse. En réalité, il y a toujours la même chose, c'est-à-dire de l'accumulation, toujours plus de produits sur le marché. Alors, question à vous deux. Quels sont les leviers pour réguler ce désir de consommer, surconsommer? Est-ce qu'il faut regarder du côté des entreprises, du côté des consommateurs, du côté de la loi? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une loi fast fashion qui sera examinée au Sénat début juin, qui se propose, par exemple, de créer un malus sur les vêtements à très bas prix venus de Chine pour dissuader le consommateur. Ça vous inspire quoi? Pour vous répondre, je vais repartir peut-être d'un exemple donné par Grégoire Chamaillou dans son bouquin « La société ingouvernable », qui date de 2018. Et qui montre que dès l'émergence des premières stratégies RSE de la part des grandes entreprises américaines, en l'occurrence Coca-Cola, l'objectif a toujours été de faire tout son possible pour éviter la hard law. C'est-à-dire la hard law, c'est la régulation de la part de la puissance publique. L'exemple de Coca-Cola, en 2 mots, il est vraiment très intéressant parce que voilà une entreprise qui, jusqu'à présent, depuis sa invention, diffusait, c'est pas le bon terme, vendait des bouteilles en verre. Ce qui lui coûtait une somme considérable pour récupérer ces bouteilles en verre, etc., et faire en sorte d'avoir tout ce trajet de réemploi, etc., ce qui existait jusqu'à une date récente en réalité. Je crois que c'est au début du 20e. Et précisément, à un moment donné, conseillés par des cabinets de conseil américains, ils se sont dit, attendez, réduction de coûts, on va arrêter cette histoire de bouteilles en verre, on va mettre des canettes en plastique. Et très rapidement, les différents États américains se sont rendus compte qu'ils étaient confrontés à une pollution plastique considérable. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des canettes partout, dans les espaces publics, etc. Et donc, devant la pression des citoyens, etc., les différents États se sont dit, on va réguler, faire en sorte qu'on revienne à l'état antérieur. Et pour éviter ça, Coca-Cola fait une grande campagne de publicité. Ça aurait été génial de vous la montrer, ça prend 30 secondes. Mais en gros, c'est une famille qui est sur les highways, l'autoroute américaine, à toute allure, consomme un Coca-Cola, le jette par la fenêtre. Et là, on a un gros plan d'un Indien dans une réserve qui se retrouve avec cette canette sur la tête, voilà, avec une larme qui coule. Et Coca-Cola finissant par ne jetez pas n'importe comment vos canettes, recyclez. Non, ça finit par people started pollution, people can't stop it. C'est encore plus. C'est la faute des consommateurs. C'est eux qui ont commencé à polluer. C'est encore plus. C'est eux qui peuvent s'arrêter. Merci pour la précision. Mais le point, c'est exactement ça. C'est que voilà Coca-Cola qui invente tout un néo-discours qui consiste à dire on va faire le transfert de la responsabilité du producteur vers le consommateur. Donc là où je veux en venir, c'était une longue digression, et je trouve que cet exemple, il est quand même assez éclairant parce que c'est quand même l'invention de la RSE, elle est inhérente à l'idée d'esquiver la hard law. Là où je veux en venir, c'est que, pour répondre sur quels sont les leviers, il y a un premier levier quand même qui est celui de l'action publique, de la régulation. Et moi, je me félicite qu'à intervalles réguliers, la gauche s'empare de cette question de la consommation. Alors, il y a des projets de loi plus ou moins structurants, peut-être en commençant par le moins structurant, mais qui était, je trouve, très emblématique et très intéressant. François Ruffin, il y a quelques années, avait déposé un projet de loi qui s'appelait « Le droit d'uriner en paix ». Et l'objectif, c'était de réguler l'apparition des écrans publicitaires dans les toilettes des bistrots, en disant, mais attendez, la publicité un peu partout, on peut quand même préserver des espaces où c'est interdit. Vous avez mentionné à l'instant la loi fast fashion qui est en discussion. Moi, je m'étais noté également la façon dont des grandes villes écologistes, en gagnant les municipalités, se sont mises à mettre tout un tas de politiques publiques, mais vous allez certainement développer beaucoup mieux que moi, pour réduire la pression publicitaire à l'égard de ses concitoyens. Ça redevient un sujet de discussion, parce qu'en réalité, la publicité,
Il y a eu un très fort discours critique qui était très présent dans le débat public, qui avait un peu disparu, disons, ces 10-15 dernières années. Donc ça revient par les politiques publiques. Et j'en termine peut-être par l'exemple le plus récent de Boris Vallaud, pendant sa bataille du Congrès au Parti socialiste. Il est venu avec une idée qui est celle de la démarchandisation. Alors, ce n'est pas une idée neuve, évidemment, mais voilà quelqu'un qui, à l'occasion d'un congrès, dit en réalité, une doctrine socialiste conséquente aujourd'hui consiste à récupérer dans l'espace public des pans entiers qui étaient abandonnés au marché. Il parle de l'autoroute, il parle de l'électricité, il parle de l'eau, etc. Donc je trouve que oui, effectivement, là, l'un des leviers, c'est le levier de la régulation, et que surtout que le politique se réempare de ces sujets de la consommation et plus largement de la publicité et plus largement de la consommation. Les politiques de gauche s'en emparent, parce que la droite s'en est déjà emparée. Jeanne, comment vous réagissez à cette proposition ? Sur votre question sur est-ce qu'il faut des lois, donc réponse oui, à la fois sur la production d'objets et sur la production de discours publicitaires. Donc sur la production d'objets, il y a, moi j'espère que la loi dite anti-fast fashion pose des quotas d'importation et de production. Alors il y a des malus, comme vous dites, donc ce qui va rendre simplement les produits un peu plus chers qu'ils sont. Surtout, cette loi, elle est dirigée contre des entreprises chinoises. C'est TMU, c'est Shein. En France, on a Decathlon, on a Kiabi. Ce sont des champions de la fast fashion. Alors moi, je vois une loi qui se dit anti-fast fashion, mais qui est, à mon avis, avant tout une loi protectionniste. Pourquoi pas, mais qu'elle dise ce qu'elle fait. Parce que là, je pense qu'on est encore en train de mentir et de prétendre qu'on fait ça pour des raisons écologistes, alors qu'en France, on a Decathlon, on a Kiabi. D'ailleurs, en Europe, sur un enjeu européen, la fast fashion, ça vient de l'Europe. Hein. Ça vient des États-Unis, mais ça vient aussi d'Espagne, ça vient de Suède, Zara, H&M, etc. Donc là, je trouve qu'on est encore en demi-teinte et qu'on ne s'attaque pas aux champions nationaux. Pourquoi ? Parce que ce qu'on espère au fond, c'est leur croissance. Donc, voilà, la loi anti-fast fashion, tant mieux si ça commence à devenir un sujet politique, mais elle est encore assez ambiguë à mon avis. Et ensuite, il faut des lois contre l'industrie publicitaire. Et donc ça, si vous voulez, on peut développer là-dessus. On parle de la pub parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Et je ne sais pas si vous partagez le même avis sur ce qu'il faudrait faire de la pub aujourd'hui. Faire de la pub. Faire de la pub. Jeanne. Alors moi, je suis pour l'interdiction de la publicité. Et donc, je définis là ce que j'entends par publicité, puisque ce n'est pas toujours la même notion qu'on emploie. Pour moi, la publicité, c'est la communication commerciale qui n'est pas sollicitée, c'est-à-dire ce sont tous ces messages qu'on vous envoie sans que vous les ayez demandés. Et c'est une énorme partie de ce qu'on reçoit toute la journée, que ce soit dans la rue ou en lisant des médias ou en utilisant un téléphone ou l'Internet en général. Il existe aussi la communication commerciale sollicitée. C'est chaque fois que vous voulez vous informer sur un produit, vous allez chercher une information en naviguant sur Internet, en allant sur des forums, en parlant à vos proches, en commandant un catalogue. En fait, on sait solliciter de l'information quand on en a besoin. Et le lobby publicitaire va dire « Ah, si vous voulez interdire la publicité, on n'aura aucune information sur les produits, on ne saura plus qu'est-ce qui existe, quels sont etc. » Non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, on sait déjà aller chercher l'information commerciale quand on en veut. Tout le reste, ce n'est que de la publicité non sollicitée. Et c'est d'ailleurs cette publicité-là qui est agressive, puisque pour capter notre attention au moment où on n'est pas en train de chercher des produits, eh bien, elle va employer des stimuli visuels, ces fameux écrans, elle va employer des contenus agressifs, elle va mettre en scène notamment, en particulier, des corps plutôt que des produits, et c'est évidemment la porte ouverte à toutes les discriminations dont j'ai déjà parlé. Donc ce sont ces publicités-là, non sollicitées, que je pense qu'il faut interdire. Alors Raphaël, est-ce que vous pensez que c'est une approche trop radicale, ça ne marchera jamais, ou est-ce qu'au contraire, selon vous, vous seriez tenté de l'explorer ? Alors moi, à titre personnel, je ne me suis jamais posé la question, sans doute parce que j'avais totalement acté son côté naturel. C'est-à-dire que ce qui est très fort avec la publicité, c'est qu'il y a Ça fait partie du décor. Absolument. Et Baudrillard avait écrit des passages très forts. C'est comme une espèce de microbiote intestinal. C'est là et on ne le questionne même plus. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que cette question du rapport à la publicité, elle illustre en réalité le rapport historique de la gauche au capitalisme en général.
où on le sait, et, à travers l'histoire, il y a des positions sur un continuum de radicalité, ceux qui appellent à sa rupture et ceux qui essayent d'amender, de faire en sorte de réduire le plus possible ces nuisances, etc. Moi, à titre, alors peut-être par lâcheté, peut-être pas, en tout cas ma famille politique se situe plutôt dans le camp de la social-démocratie qui essaye d'atténuer les effets négatifs de cette publicité. En revanche, alors, et là, c'est une casquette plutôt de quelqu'un qui essaye de réfléchir aussi aux effets de discours dans le débat public, etc. Il y a une notion qu'on applique souvent à l'extrême droite, qui est celle de la question de la bataille d'Overton, la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, au fond, de la fenêtre d'Overton. C'est un concept qui consiste à conceptualiser l'idée sur laquelle il existerait un spectre du dissible et de l'acceptable dans le débat public. Il y a des choses impossible à tenir, sinon on est totalement disqualifié du débat public. Et puis il y a des choses qui, au contraire, amènent un débat, une discussion, etc. Overton, qui était donc un lobbyiste américain, en fait, avait conceptualisé l'idée sur laquelle il existe des techniques pour élargir artificiellement et de façon très rapide cette fenêtre d'Overton. Là où je l'applique à notre sujet, c'est que je considère que le rap, en l'occurrence, fait partie des... L'association Résistance à l'agression publicitaire. Pas le style de musique. Hein, oui, pardon, vous avez tout le monde là. C'est en perd tout le monde. Non, mais fait partie de cette panoplie d'acteurs très utiles pour exactement faire déplacer cette fenêtre d'Overton, ce qui aujourd'hui est de l'ordre de l'impensable. Dans la publicité, vous vous rendez compte, il y a du chantage à l'emploi, vous l'avez déjà dénoncé dans une interview, c'est impossible de s'en priver, etc. Oui, d'accord, peut-être en l'occurrence, mais je trouve que moi, à titre personnel, sans partager cette idée sur laquelle c'est possible, je considère que c'est utile d'avoir ce type de reposer la question de l'interdiction de la publicité dans le débat public pour précisément dessiller le regard et dénaturaliser et faire en sorte qu'on se repose collectivement la question. Et je suis certain que le raisonnement, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais plus on entendra ce type de position de débat public, et plus on sera favorable à, en fait, un durcissement de la réglementation qui, par effet de contraste, paraîtra beaucoup plus modéré et donc beaucoup plus acceptable. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on le voit comment ça ferraille à l'Assemblée. La moindre façon de réguler un tant soit peu la publicité est totalement remis en cause, fait l'objet d'énormément de batailles, de lobbies, etc. Bon, redéplaçons la fenêtre d'Overton, et pour cela, je vous en remercie, Jeanne. Est-ce que, Jeanne, vous pensez que les villes de Grenoble ou de Lyon, qui ont donc pris des mesures pour limiter l'affichage publicitaire, ou le supprimer d'ailleurs, sont des bonnes mesures? Quels sont les avantages et est-ce que c'est suffisant? Alors, pour expliquer, hein, donc c'est 2 villes qui n'ont pas renouvelé leur contrat avec les JCDecaux, les Clear Channel, donc les entreprises qui font l'affichage publicitaire extérieur. Et donc, elles n'ont pas renouvelé leur contrat. Et donc, il y a un certain nombre de leur mobilier urbain qui est libéré de la publicité. Donc, c'est une petite partie de la publicité non sollicitée. Donc, bien sûr qu'on considère que ça va dans le bon sens. Paris, au passage, aurait pu le faire il n'y a pas si longtemps, puisque elle a renouvelé son règlement local de publicité, et il y avait un mouvement il y a quelques mois pour que la ville de Paris, au Conseil de Paris, vote la même chose, aille dans le même sens. Ça n'est pas passé. Information, puisqu'on est à la ville de Paris. Dommage. Donc oui, ça va dans le bon sens. Après, c'est une petite partie de la publicité non sollicitée qu'on reçoit. Encore une fois, il faut penser à tous ces prospectus jetables qui servent à rien dans les boîtes aux lettres, tous ces spams, toutes ces fenêtres que vous trouvez quand vous naviguez sur Internet. C'est vraiment un continent énorme, en fait, et qui sert à rien. Et c'est toute une industrie à laquelle il faut s'attaquer. Et donc, effectivement, il y a un très fort lobbying chaque fois que ces sujets émergent à l'Assemblée ou dans un débat public. Là, la Convention citoyenne pour le climat, ils avaient fait des propositions fortes contre la publicité. Il y avait l'interdiction des écrans publicitaires, il y avait l'interdiction de la publicité pour les produits polluants, par exemple les SUV. Et bon, Macron a coupé tout ça, pas seulement sur le plan de la publicité, il a empêché que beaucoup de propositions passent sur beaucoup de plans, mais notamment sur la publicité, puisque ça a été réduit à pas grand-chose, à savoir l'interdiction des avions publicitaires. Donc, des avions qui traînent des banderoles sur les plages. Alors, c'est évidemment une pratique lamentable, et tant mieux qu'elle soit interdite, mais ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble de ce que fait chaque jour, jour après jour, ce que font ces millions et ces millions de travailleurs de la publicité, de la communication.
Donc c'est une petite chose. Donc là aussi, ça a été sabré. Et pourquoi ? Et le lobby publicitaire, c'est vraiment mobilisé à ce moment-là, avec énormément de tribunes, avec tout un dispositif, avec un plateau télé. Et pourquoi ? Parce que le secteur de la communication, ils savent très bien faire ça. Ils ont la main mise sur les médias. Hein, c'est eux qui financent beaucoup de médias. C'est eux qui connaissent. Bah oui, Nouvelle Obs, y compris. C'est eux qui connaissent. Ils connaissent très bien tout. En fait, ces gens-là se connaissent. Ils travaillent ensemble. Ils connaissent la télé. Ils connaissent les journalistes. Et donc, ils ont eu accès tout de suite à des espaces pour s'exprimer, et pas seulement dans la presse spécialisée, type stratégie et compagnie, y compris dans la presse grand public, pour faire valoir l'idée que, alors là, il y a plein d'arguments, hein, le chantage à l'emploi, bien évidemment, la liberté d'expression aussi, interdire la publicité serait aller contre la liberté d'expression. Moi, je me retrouve dans le mot d'ordre de résistance à l'agression publicitaire, de défendre la liberté de réception. C'est-à-dire, oui, pour que les libertés d'expression existent vraiment, il faut aussi que je puisse choisir à un moment d'être exposé ou pas à des discours. Et clairement, ce n'est pas le cas. Oui. Raphaël, vous vouliez réagir ? Juste une remarque. Je suis toujours surpris lorsque je pose la question à des copains, à ma famille, vis-à-vis de la pub. La réponse commune, c'est « mais moi, je ne la vois pas, je ne la regarde pas, la pub ». C'est-à-dire qu'au fond, il y a cette idée, et on retombe sur cet argument de la naturalisation, c'est-à-dire selon laquelle, en fait, on serait tout un chacun immunisé face au discours publicitaire. Il y a quelque chose qu'on a essayé de faire à la Fondation Jaurès. Alors, c'est très compliqué, on est en train de regarder... En fait, on aimerait bien créer des indices de pression publicitaire. C'est-à-dire regarder précisément, par classe sociale, par lieu géographique, c'est-à-dire comment évolue la pression publicitaire d'une partie à l'autre. Est-ce que, par exemple, celui ou celle qui fait 2 heures de voiture, qui écoute la radio, versus l'urbain qui est en métro, bref, qui est exposé à quel message publicitaire, avec à quelle intensité? Alors, c'est très dur à calculer, mais il me semblerait que ce serait un indice super intéressant d'objectiver cette question de la pression publicitaire pour contrecarrer cette idée sur laquelle, moi, la publicité, je la connais pas. Il y a des chiffres dingues. Alors, pareil, le mesure est très compliqué, mais nous serions, à vos souhaits, nous serions exposés collectivement à 3 000, 5 000, 15 000, selon les études, types de marques par jour. Alors, dans des grandes villes, occidentales, etc. Mais c'est absolument considérable. Et encore une fois, c'est naturalisé. Et j'aimerais bien essayer de faire ça, mais j'aurais peut-être besoin de votre aide, mais c'est très compliqué à faire en réalité. Oui, quantifier l'exposition à la pression publicitaire, c'est très difficile parce que déjà, il faut savoir définir qu'est-ce que la pression publicitaire. Est-ce qu'un logo sur un t-shirt, c'est une exposition? On peut dire que oui. Et dans ce cas-là, évidemment, le dénombrer, c'est très difficile. Donc, effectivement, il y a beaucoup de chiffres, mais qui sont assez variés. Et je suis assez d'accord aussi avec l'idée que voilà, y a cette prétention à ne pas voir la pub, à ne pas croire à la pub, à ne pas être affecté par la pub. Et c'est pour ça aussi que j'ai une approche matérialiste. C'est-à-dire que si on se met du point de vue uniquement des discours et de leur contenu, personne n'y croit. Celui ou celle qui croit à la pub, c'est toujours l'autre. Et parce que c'est vrai que quand on regarde 2 secondes un slogan publicitaire, soit ça veut rien dire, soit c'est absurde, soit c'est délirant. Bref, personne ne peut défendre une adhésion à un discours publicitaire dans leur grande majorité. Donc c'est toujours l'autre qui y croit, et c'est jamais moi. Or, si on a une approche matérialiste, c'est-à-dire qu'on étudie le fait d'être exposé, non pas en tant que cerveau qui lit, qui croit ou qui ne croit pas, mais en tant que simple corps qui traverse l'espace public, qui est en contact avec des objets toute la journée et qui reçoit des objets publicitaires, des stimulés visuels, etc. Mais en fait, oui, on est tous très, très exposés. Et si, par habitude de me déplacer dans l'espace public, je suis constamment confrontée à des 4x3 immenses, à des affiches, si j'ai des stimuli visuels, si ça envahit un écran de mon téléphone que je regarde toute la journée, que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est pas le sujet. De toute façon, par ailleurs, la part de discours dans les publicités, en tout cas les affiches, s'est réduite à travers l'histoire. Avant, on avait des publicités très bavardes, qui vous donnaient beaucoup d'informations techniques, économiques sur les produits, qui vous expliquaient pourquoi ils étaient intéressants, etc. Aujourd'hui, on a principalement des images, des logos, parce qu'il faut savoir de quelle marque on parle, et parfois du texte, mais un texte qui ne veut pas dire grand-chose. Hein, c'est ni vrai ni faux, just do it. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça ne veut rien dire. Donc, en fait, il s'agit avant tout de frapper les sens. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une approche matérialiste sur la quantité d'objets reçus et perçus et entrant en contact avec nos gestes et avec nos habitudes. Peu importe qu'on sache lire ou pas, qu'on y croit ou pas, qu'on ait décodé un message et qu'on ait réfléchi à ce qu'il est intéressant ou pas. Merci beaucoup. Je vais devoir vous interrompre parce que j'aimerais entendre vos questions.
Alors, on y va. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, alors si on met des stickers sur une affiche de publicité, est-ce qu'on peut être, est-ce qu'on a le droit de s'exprimer en tant que citoyen si on fait des graffitis ou si on met des stickers sur des pubs? Est-ce qu'on risque quelque chose? Alors, je peux répondre sur la pratique du recouvrement, des détournements publicitaires. Il y a des lois assez précises. Là, par contre, là, il légifère. Hein. Alors, qu'est-ce qui est du vandalisme, qu'est-ce qui n'en est pas? Alors, un sticker, c'est du recouvrement. Vous recollez une affiche, vous ouvrez, vous enlevez, vous mettez une autre affiche. Ça va. Par contre, à partir du moment où vous dégradez le matériel, vous cassez la vitre pour mettre votre affiche, ou vous faites des graffitis avec une peinture qui ne soit pas effaçable, là, vous êtes considéré comme en infraction. À toute fin utile, voilà, vous êtes informés. Oui, bonjour. Sur la question de l'interdiction totale de la publicité, et parce qu'on est un événement organisé par le Nouvel Obs, quelles seraient les conséquences pour une presse qui n'aurait plus aucun financement de la publicité? Et est-ce qu'on parle beaucoup notamment des milliardaires qui tiennent les médias? Est-ce qu'on ne se dirigerait pas encore plus vers ça? Alors sur ce point, je commence. Effectivement, c'est toujours l'argument qui revient aussi. Alors on a fait un petit bingo à Résistance à l'agression publique, des arguments du lobby. Donc il y a la liberté d'expression, tout ce qu'on a déjà mentionné, et puis l'indépendance des médias. Alors il existe déjà des modèles médiatiques sans pub qui fonctionnent. Voilà. Il y a des modèles économiques qui existent déjà, donc c'est pas le seul modèle économique. Ensuite, derrière, il y a toujours cette idée que c'est garant d'une liberté. Parce que ce serait la pluralité. Et alors parfois ils font un shortcut direct, c'est la démocratie. Hein, la pub permet la démocratie parce qu'elle finance des médias et donc un pluralisme médiatique. Et donc c'est la démocratie, la liberté, etc. Donc ça peut aller très loin ce discours. En réalité, on peut aussi le remettre en question. Est-ce que c'est vraiment une gage de liberté de la presse? Pas du tout. On a plein de cas où des articles de journalistes ont été... Des annonceurs, donc des marques, ont retiré leur crédit à un média parce qu'ils avaient fait un article qui leur posait problème. Alors, il y a eu notamment dans le cas dans Le Monde sur la question du nucléaire, etc., avec des contrats sur l'électricité. Bon, bref, en fait, ça crée de la censure aussi, et ça crée de la dépendance au marché. Donc, est-ce que c'est ça la liberté? Non. Je ne suis pas très pertinent pour rajouter quoi que ce soit. Mais Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Personnellement, j'ai des bloqueurs de pubs. Donc, quand je regarde YouTube, par exemple, ça bloque toutes les pubs. Je désactive les notifications. Quand il y a une pub à la télé, je change de chaîne. Dans la rue, vous faites comment? Dans la rue, c'est plus compliqué. Ou quand on me demande ce que j'ai acheté, ah oui, mais c'est quoi comme marque? Je ne sais pas. Non, plus sérieusement, ma question, c'est par rapport à l'impact sur les enfants. Quand j'étais plus jeune, je connaissais toutes les publicités par cœur, je pouvais chanter les publicités. Donc, par rapport à ça, ou à l'impact de la publicité sur les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des pays où c'est interdit, hein, la publicité pour enfants. Je crois que c'est la Suède. Donc voilà, c'est possible. En France, c'est régulé, c'est-à-dire on a fait des petites lois par-ci par-là. Par exemple, on n'a pas le droit de mettre de la publicité pour certains produits nocifs pour les enfants à des heures de programmes enfantins. C'est plein d'études qui montrent que des enfants, de toute façon, ne font pas la différence. En dessous d'un certain âge, ils ne font pas la différence entre un contenu publicitaire et un contenu non publicitaire. Surtout que la plupart des publicités pour les enfants sont conçues de façon à ressembler à des dessins animés, à ressembler à des programmes pour enfants. Et dans le cas, non pas de la télé, mais des vidéos en ligne, alors là, on est complètement dans puisque les pubards appellent la publicité native, c'est-à-dire des contenus sponsorisés qui ne se présentent pas comme des pubs. Donc, c'est Théo et son frère qui déballent des jouets. C'est tous ces vidéos que les enfants ingèrent à très grande quantité. Donc, c'est une catastrophe. Qu'on pense que les enfants fassent la différence ou pas, ça ne change rien, puisque de toute façon, aujourd'hui, les deux sont mélangés. Donc, pour cette raison aussi, que ce soit pour les adultes ou les enfants, mais bien sûr que pour les enfants, c'est particulièrement grave. Je réponds à côté, mais ça me donnera l'occasion de citer un livre que j'apprécie beaucoup, qui est celui de Emanuele Coccia, Le bien dans les choses.
qui est un philosophe qui par ailleurs a écrit sur plein de choses, la maison, la métamorphose, la vie des plantes. Et tout dernièrement, il vient d'ailleurs de co-publier un livre sur la mode. Dans ce livre-là, alors lui, il descend totalement à la réflexion. Il repart des murs des villes, où il dit le mur des villes, c'est quand même l'espace de projection par excellence d'un imaginaire de la cité, etc. Il repart de Pompéi et il dit Pompéi, c'est un exemple formidable parce que la cité a été immobilisée, comme vous le savez. Et donc on a accès directement au discours. Et de quoi on parlait à Pompéi? On parlait de la religion, de la mort et du pouvoir. Bon. Et donc il fait l'exercice de pensée. Il dit mais que diraient de nous des archéologues du futur en voyant d'un coup les murs de Paris figés? Que nous sommes une civilisation totalement obsédée par les choses. On ne parle que des choses sur les murs des grandes villes. Et c'est là, c'est votre question sur les enfants qui m'a fait penser à ça, parce qu'il en vient à dire la chose suivante, de la même façon que les anciens attribuaient au mythe tout un discours moral sur qu'est-ce que le bien, et on connaît les développements de Platon sur le rôle des nourrices. Les nourrices sont très importantes parce que ce sont celles qui racontent. Le détournement était très éloigné, mais le rôle des nourrices, c'est raconter les mythes et transmettre qui est le héros, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, etc. Bon, de la même façon qu'on se référait aux grands mythes antiques pour avoir ce référent moral, Coccia en venait à conclure que les contemporains se réfèrent à la publicité, d'où son titre « Le bien dans les choses », comme référentiel moral de l'époque. Donc, tout un non-développement pour dire qu'effectivement, et ça c'est des choses qui ont été, je me rappelle d'Edgar Morin, dans un vieux livre des années 60, il avait fait du terrain, et il montrait que déjà dans les années 60, il y avait tout un tas d'enfants, je ne me rappelle plus la proportion, mais qui connaissaient tout un tas de slogans publicitaires avant même de chanter la Marseillaise. Bon, ça c'est quand même quelque chose d'assez bien mesuré, mais tout ça pour en conclure que si les enfants aujourd'hui identifient comme référentiel moral le discours publicitaire, il y a de quoi se poser, il y a de quoi s'inquiéter. Merci beaucoup. Bon atterrissage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque sinon, on va laisser la place. D'accord. Une dernière. Très bien. Bonjour. Vous avez beaucoup évoqué la publicité. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres axes de réflexion dans l'aspect des imaginaires de la consommation et de la nouveauté? Par exemple, peut-être du mimétisme au niveau de la société. On prend l'exemple de tous les Parisiens qui ont des chaussures Veja alors que ce n'était pas forcément de la publicité directement. Est-ce qu'il y a d'autres axes que la publicité? Alors, moi, je parle de communication pour être plus large que la publicité, c'est-à-dire plus large que les supports publicitaires. Parce que, par exemple, le merchandising, la manière dont les objets sont mis en scène dans les magasins, ça compte aussi. Le marketing, ce qu'on appelle la littérature grise aussi, c'est-à-dire tous les discours que produisent, par exemple, les chefs d'entreprise. Ils vont faire comme nous, ils vont faire une petite conférence comme ça, puis ils vont tenir des discours, etc. Après, ils vont les publier sous forme d'articles. Donc, en termes de sources sur la diffusion de valeurs marchandes, on peut se référer à énormément d'objets et d'occasions de s'exprimer. Ça, c'est plus large. Sur la question du mimétisme, je crois que c'est une question sur qu'est-ce qui fait, quelque part, votre question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on adhère finalement quand même à ces discours, même si au fond de nous, il n'y a pas cet attrait pour la nouveauté. Alors, moi, j'ai tendance effectivement à ne pas entrer dans ce domaine-là en disant... moi, je m'intéresse à ce qui s'est vraiment passé. Je ne fais pas d'hypothèse sur ce qui, dans les êtres humains, fait qu'ils adhèrent ou pas à la nouveauté. Mais c'est vrai que dans tous ces phénomènes qu'on observe, il y a toujours la question d'adhérer à une norme. Je ne soutiendrai pas devant vous qu'il y a en nous un siège du désir de nouveauté, certainement pas. Par contre, je suis assez convaincue du fait que les êtres humains adhèrent à des normes de groupe et qu'ils ne vivent pas seuls et que pour se faire accepter des autres, ils font tous la même chose. Ça, je pense que je ne prends pas trop de risques en disant que c'est une hypothèse convaincante. Et donc, oui, dans une société dans laquelle la nouveauté ou autre chose est une grande valeur, il y aura adhésion à cette norme et difficulté pour s'en écarter. Mais ça pourrait être autre chose, et c'est parfois autre chose. Parfois, la publicité vante l'ancienneté. Une marque depuis 1884, etc. Comme je disais tout à l'heure, ils mangent à tous les râteliers. Donc, on est ballotté. Notre conformisme social, notre volonté d'être accepté et de ne pas se retrouver isolé dans la société, qui est bien compréhensible, fait qu'on va être ballotté d'une norme à une autre et qu'on n'a pas de pierre de touche, et que c'est du coup difficile
qu'on a besoin de trouver ailleurs les sources d'une vérité qui n'existe pas pour ces gens-là, hein, puisqu'ils prennent tout ce qui passe. Merci. Raphaël, un petit complément conclusif? Très rapide. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la publicité? Et je vais dans le sens de Jeanne, les pratiques. Il y a un exemple que le philosophe Éric Sadin mobilise dans un de ses livres, je crois que c'est L'ère de l'individu tyran, qui est juste génial. Les trottinettes Lime, qui n'existent plus à Paris, mais le point est très intéressant. Il disait les trottinettes Lime, ce sont des fabriques de libertariens. Il n'y a aucun discours publicitaire sur Lime qui dit « vive le libertarisme », évidemment. En revanche, le simple fait de prendre ces trottinettes Lime, d'aller d'un point A à un point B, de façon extrêmement libre, sans aucun intermédiaire, et au mépris de toutes les lois, c'est-à-dire qu'on bazardait les trottinettes Lime n'importe où, Éric Sadin en concluait en disant c'est dans la pratique même de la trottinette Lime que l'on inculque cet imaginaire libertarien. Je trouvais cet exemple extrêmement intéressant et c'est une façon de reboucler sur au-delà de la publicité, les pratiques. Oui, on l'observe aussi pour les gobelets. Hein, beaucoup travaillé sur les gobelets jetables et sur la manière dont ils donnent un certain sentiment de pouvoir, hein, ou sur les produits jetables en général. Hein, le fait comme ça qu'on puisse vous remettre des produits tout prêts à consommer et que vous n'avez pas à vous embarrasser après de savoir quoi en faire, puisqu'il y a toujours une poubelle sur votre chemin et toujours un autre magasin sur votre chemin pour pouvoir en racheter. Et il y a comme ça une sorte de pseudo-disponibilité de toutes choses à tout moment, sans que vous ayez besoin de vous encombrer, d'entretenir les choses, de vous poser la question de leur devenir et de leur origine. Évidemment, ça, par la pratique, ça inculque cette croyance en la toute-puissance du marché et en la naturalité du confort. Après tout, ça ne coûte rien puisque c'est là. Et là où c'est très fort, et on en terminera par là, c'est que la mairie de Paris, sur laquelle on a cassé du sucre tout à l'heure, est un très bon exemple d'endroit où précisément on régule les trottinettes, on régule Airbnb, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y a une sorte d'impuissance face aux grandes marques américaines, c'est bien la preuve quand même qu'il y a des choses qu'on est capable de réguler. Quelques moyens d'action. Merci beaucoup, discussion passionnante. Merci.